Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'ORTM. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on démarre avec un peu de retard. Toutes nos excuses. Bon, qu'à cela ne tienne, de quoi parle-t-on aujourd'hui et avec qui? Oui, c'est ça. Effectivement, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Actu Hebdo. Aujourd'hui, nous recevons exceptionnellement 5 invités. Mais pour l'instant, on en a 3 ici. Il s'agit d'abord de Youssouf Maïga. Bonjour, monsieur Maïga. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Promotion des investissements et du secteur privé. Le deuxième invité, son Excellence Renan Sekereglou, ambassadeur de Turquie au Mali. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tous les deux, vous allez nous parler du forum d'affaires Mali-Turquie et dont les travaux se sont déroulés cette semaine à Bamako. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Troisième invité, Abdraman Damele. Bonjour, monsieur Damele. Vous êtes le président de l'association malienne de la qualité. Vous allez tout à l'heure nous parler donc de la 11e édition des journées maliennes de qualité. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Nous serons rejoints d'un moment à l'autre par les 2 autres invités. Il s'agit notamment de Madame Barayogo Aminata Traoré. Elle est chargée de mission au ministère des Mines. Elle est la présidente de la Commission nationale d'organisation des journées minières du Mali 2015. Il y a également Boukari Guindo, qui est le point focal du réseau plaidoyer. Lui, il va nous dire c'est quoi la sécurisation foncière. Bienvenue à tous sur ce plateau. C'est ce qui va nous conduire sur le premier reportage. Le Business Forum Mali-Turquie s'est tenu cette semaine à Bamako, au Musée national du Mali. Cette rencontre est une opportunité pour les opérateurs des 2 pays de nouer des partenariats féconds pour améliorer les relations de commerce et d'investissement. Des rencontres B2B permettront aux Turcs de scruter les opportunités d'investissement au Mali. Plusieurs membres du gouvernement étaient d'ailleurs présents à la cérémonie. Faisons le point avec Boubacar Sissoko. Toute la crème des opérateurs économiques maliens et turcs était présente à ce forum Mali-Turquie. Mali-Turquie Business Forum est le fruit du voyage d'État effectué par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en février 2015 en Turquie. Lors de ce voyage, les opportunités d'affaires et d'investissement ont été largement expliquées. Les 2 parties doivent donc profiter ici à Bamako pour tisser des liens de coopération. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali demeure à côté des opérateurs économiques maliens et de nos autorités pour un suivi près des partenariats qui seront scellés au cours de cette visite des hommes d'affaires turcs au Mali. Je voudrais souhaiter que de nos échanges et de nos rencontres B2B puissent sortir des projets concrets, des partenariats mutuellement avantageux pour nos 2 pays. Les hôtes turcs attachent de l'importance à ce nouveau boulevard de partenariat entre Bamako et Istanbul. Les autorités turques soutiennent le processus de paix enclenché au Mali. Notre ambition commune est d'augmenter le volume des échanges commerciaux de 43 millions de dollars à 500 millions de dollars à court ou à moyen terme, dans le cadre des instructions venant de nos 2 présidents. La préservation de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'unité politique du Mali constituent les éléments essentiels sur lesquels l'approche de mon pays vis-à-vis du Mali est basée. Le Mali est une opportunité d'investissement, rassure le ministre Abdelkarim Konaté, assurant l'intérim du ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé. Les opportunités pour le développement des investissements turcs au Mali sont nombreuses et variées. Elles existent notamment dans les secteurs prioritaires de notre économie, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, l'énergie, l'immobilier, les mines, les infrastructures, le tourisme, les arts et la culture. Les domaines comme la formation technique, les services, les nouvelles technologies de l'information et de la communication méritent également d'être renforcés, ainsi que celui de la transformation du coton. Des rencontres B2B seront mises à profit par Maliens et Turcs pour nouer de véritables partenariats gagnant-gagnant, ce qui rapprochera davantage Bamako et Ankara.
Et voilà, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue. Monsieur le secrétaire général du département des investissements et du secteur privé, bonjour, bienvenue. Monsieur Abdraman Dambélé, président de l'association malienne de la qualité, à vous également bonjour, bienvenue. On va rappeler que nous serons rejoints dans un instant par Madame Bagayoko Aminata Traoré, chargée de mission au ministère des Mines. Elle est également la présidente d'organisation de la commission d'organisation de la 6e édition des Journées minières et pétrolières du Mali, JMP 2006, qui s'ouvre le mardi prochain. Et puis, il sera également sur ce plateau Monsieur Boukari Guindo. Il est le point focal du réseau plaidoyer. On parlera des questions du foncier à toutes et à tous. Donc, merci de répondre à l'appel de Actu Hebdo de ce dimanche. Première question, monsieur le secrétaire général, dans quel contexte se situe donc ce forum, ce business forum Mali-Turquie qui s'est tenu donc cette semaine ici à Bamako? Merci bien, monsieur Djambélé. Je voulais situer le contexte qui est vraiment assez marquant. Je rappelais à ce titre que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué une visite en Turquie au mois de février, du 2 au 5 février précisément. Et au cours de cette visite, le président et son homologue turc ont fait le point de l'état de la situation des échanges économiques entre les deux pays. Il est ressorti effectivement que les échanges ne reflètent pas la qualité des relations que nos deux chefs d'État, nos deux pays entretiennent. Le niveau est de l'ordre de 43 millions de dollars, comme l'a rappelé son Excellence dans son intervention tout de suite. Et les deux chefs d'État ont donné des instructions fermes pour que ce niveau soit porté dans un proche avenir à 500 millions de dollars. Donc, je crois qu'au cours de ces débats, on verra comment il sera possible de porter ce chiffre 43 à 500 millions de dollars. Nous avons notre stratégie là-dessus, on reviendra là-dessus. D'accord. Juste après la visite du président de la République, le premier chef du gouvernement a donné aussi des instructions fermes pour que la volonté des deux chefs d'État soit concrétisée dans les meilleurs délais. Et par rapport à ça, il a restauné notre département pour piloter le suivi de la mise en œuvre de toutes les actions qui sont issues de la visite du président de la République en Turquie. Alors, monsieur l'ambassadeur, lorsqu'on rencontre un diplomate de votre rang, on lui pose la question d'abord de savoir comment se portent les relations diplomatiques entre le Mali et la Turquie. Merci pour cette opportunité. Je voudrais peut-être dire quelques mots, comme vous ai dit, de relations turco-maliennes qui sont très positifs. Nous attribuons beaucoup d'importance à nos relations avec le Mali. Peut-être vous savez bien qu'il existe un lien très historique d'amitié et traditionnel d'amitié entre les Maliens et les Turcs. Et en effet, l'Empire ottoman a aussi établi des relations étroites avec la dynastie qui régnait dans cette région. Ainsi, la nation turque a, tout au long de son histoire, a eu des sentiments d'amitié qui sont des sentiments sans attente de contrepartie envers le peuple malien. Et nous sommes très heureux de constater que la visite par votre président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, était très fructueux, qui s'est passé le mois de février 2015. Et il y a maintenant une très bonne relation d'amitié entre les deux présidents, aussi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président Keïta. Alors, les deux présidents ont souligné beaucoup de choses pour faire beaucoup de coopération, pour améliorer la coopération entre les deux pays. Il y a des comités de suivi en Mali et en Turquie qui
souligne que premièrement, les contacts, les relations commerciales et bilatéraux du commerce, ce sera augmenté environ de 40-43 millions de dollars jusqu'aux 500 millions de dollars dans un avenir proche. Il y a une ambition, c'est peut-être un peu ambitieux, mais s'il n'y a pas d'ambition, il n'y aura pas de résultat. Je pense que les deux pays ont beaucoup de potentialités. Vous savez que la Turquie est la 17e grande économie dans le monde et le 7e dans l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le sommet de G20 en Turquie. Et le G20 va aussi prendre beaucoup de décisions pour le futur de notre pays. Alors, d'accord, et je vois bien que c'est là une relation multiséculaire qui existe entre la Turquie et le Mali, une relation que vous voulez mettre aujourd'hui au bout du jour en vous apesantissant sur le secteur économique. Alors, monsieur le secrétaire général, depuis la visite du président de la République en février 2015 en Turquie, vous avez conduit là-bas plusieurs missions. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, juste rappeler que le Premier ministre est l'une des institutions par rapport à la mise en œuvre de la volonté des deux chefs d'État. Et nous avons d'abord connu une mission pour finaliser un document très important. C'est le projet de convention pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Vous savez, pour attirer des investisseurs, il faut vraiment un cadre. Et si ce cadre est bien tracé, bien défini, ça rassure les investisseurs et ça les permet de venir investir dans notre pays. Et c'est ce document que nous sommes partis finaliser à Ankara au mois d'avril et nous avons pu paraffer ce document. Et cette mission était vraiment une mission exceptionnelle à tout point de vue parce que c'est la première fois effectivement qu'on met en place une commission qui travaille sur le fond du dossier et cette commission comprenait tous les départements ministériels concernés, le secteur privé, la société civile. Et donc c'est cette mission aussi qui s'est déplacée à Ankara pour aller échanger avec la partie turque pour finaliser le document. Et il y a seulement 3 semaines également, vous étiez encore revenu, effectivement, là-bas à la tête d'une mission interministérielle et élargie à des opérateurs économiques maliens. De quoi il était question? Oui. Au cours de cette première mission que j'ai conduite à Ankara, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le vice-secrétaire d'État à l'économie. Et au cours de l'échange, il a manifesté la volonté aussi à leur niveau de pouvoir traduire en acte concret la volonté du président turc et du président malien. Et dans ce cadre, il nous a invités réellement à venir à Istanbul pour présenter les projets d'investissement au Mali. Donc c'est dans ce cadre que j'ai conduit cette seconde mission à Istanbul le mois dernier, et précisément du 10 au 15 octobre. Alors ça va vraiment vite, la dynamique est soutenue et 2 semaines après, les Turcs sont venus au Mali. Aujourd'hui, monsieur le secrétaire général du département, et quels sont les secteurs que vous mettez en pole position dans cette dynamique du développement des relations économiques entre les deux pays? Oui, ce que nous mettons en valeur d'abord, ce sont les secteurs porteurs de notre économie. Par exemple? Et par exemple, il y a le secteur d'abord statique de l'agriculture. Si l'agriculture, c'est d'abord l'agriculture avec grand A, y compris l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie. Donc, dans ce cadre, nous faisons tout pour que l'agriculture, parce que 80% de la population malienne vit en fait de ce secteur. Donc, si ce secteur se porte bien, ce qui est sur l'économie malienne va se porter bien et les populations maliennes vont aussi avoir un meilleur avenir. Donc, nous faisons la promotion vraiment de ce secteur et avec des secteurs de soutien que sont les infrastructures et l'énergie. Parce qu'on ne peut pas développer l'agriculture sans énergie, sans infrastructure. Et il y a aussi le secteur statique du coton. Vous savez, le Mali était un grand producteur de coton. Nous produisons actuellement 600 000 tonnes de coton. Et l'objectif dans les 2-3 prochaines années, c'est d'aller à 850 000 tonnes. Est-ce que ce produit intéresse-t-il les Turcs? Bien sûr. Au cours de l'échange, le vice-secrétaire d'État à l'économie turque nous a fait savoir que leur centre d'intérêt principal, c'est vraiment le secteur coton. Parce qu'en Turquie, ils ont un besoin estimé à 1 500 000 tonnes et eux, ils produisent moins de la moitié.
Donc, ils importent pratiquement plus de la moitié. Donc, ils veulent vraiment tisser un partenariat avec le Mali dans le cadre vraiment de la coopération sur le secteur coton. Une question, hein, monsieur Dambélé, bientôt on va parler de votre sujet, mais déjà ici, vous occupez de quelque chose qui a un caractère transversal. Hein. Il s'agit de la qualité. Le Mali veut aujourd'hui, le département veut vendre la destination Mali, mais nous sommes en face d'un monde où les consommateurs sont de plus en plus exigeants, donc la qualité. Alors, est-ce que ça n'a pas commencé par ça d'abord, produire qualité? Merci beaucoup, monsieur Dambélé, de nous donner cette opportunité. Je salue cette initiative du gouvernement malien à travailler avec le gouvernement turc dans ce sens-là. Les différents domaines qui viennent d'être cités, mettant l'agriculture en pole position avec un grand A, méritent une très grande analyse. Heureusement, le secrétaire général vient de dire que c'est une convention qui a été mise en place et qui a eu un consensus de l'implication de toutes les parties prenantes à la matière. Ça, c'est quelque chose qui est à saluer. Mais ce qui est évident aujourd'hui, dans toute l'Europe, les pays du Nord ont une très grande exigence aujourd'hui vis-à-vis de l'importation, surtout des produits alimentaires qui viennent d'Afrique. Ils insistent beaucoup sur des aspects sanitaires, sur des aspects de présence de métaux, sur d'autres aspects qui sont sur la santé même de leur population. Donc je pense qu'aujourd'hui, en allant vers ce sens-là, ça peut être une très bonne occasion pour les Maliens de se mettre à niveau, en utilisant des normes internationales pour pouvoir compétir avec le reste de la sous-région et pourquoi pas aller compétir au niveau de l'Europe. Et ce qui serait intéressant également, c'est que la Turquie qui vient chez nous vient avec son expérience, son expertise en la matière, et nous devons pouvoir capitaliser ces expertises-là au bout d'un certain temps pour pouvoir mettre en valeur tout ce que nous avons appris de la collaboration entre la Turquie et le Mali. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez dit, la Turquie est 17e économie mondiale, 7e au sein de l'Europe. Aujourd'hui, monsieur le secrétaire général l'a dit, vous êtes intéressé par le coton malien. Le Mali également est intéressé par votre technologie parce que vous faites partie des pays aujourd'hui émergents. Qu'est-ce que vous apportez chez nous? Alors, il y en a beaucoup d'idées. La Turquie veut faire une coopération très, très forte avec le Mali. Nous voudrions partager des différentes choses avec le Mali. Pour ça, nous avons des différents mécanismes qui sont en place déjà. Nous avons, par exemple, la commission économique mixte. La troisième sera rendue à Bamako, probablement dans l'année 2016. Et ce troisième, c'est plutôt un mécanisme intergouvernemental, mais durant cette commission, les sujets qui ont des priorités sont mis en place et il y aura le guide pour le futur proche, pour la coopération. Et vous savez aussi bien que le secrétaire général a mentionné juste maintenant, il y a des choses, des sujets prioritaires entre les deux pays. Et bien sûr, les hommes d'affaires sont un élément très dynamique qui peut faire beaucoup de choses. C'était la première fois que les hommes d'affaires turcs ont visité dans ce contexte le Mali, pour un contexte de business forum. Très prochainement, j'espère, il y aura aussi une réunion pour le premier Business Council. Le conseil d'hommes d'affaires, l'agrément était déjà signé durant la visite de votre président. Maintenant, on va planifier aussi la première réunion de ce mécanisme. Alors, un mécanisme entre les deux gouvernements, commission économique mixte, le business forum accompagné par le business council. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à parler. Sur le sujet de coton, bien sûr, Turquie est très intéressée. Turquie est aussi un pays qui produit le coton. Nous avons la capacité
de préparer le coton pour le marché. Il y aura peut-être dans le 2016, le premier mois de 2016, il y aura un groupe d'experts. Mais quels sont vos besoins? Pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister le Mali dans le, comment on dit, le produit de transformation, parce que vous avez besoin de capacités, d'augmenter de capacités pour la transformation de coton. Alors, est-ce que c'est un point focal également dans vos relations, le transfert de technologie? C'est ce qui marque justement chez nous? Oui. En fait, au cours de nos visites, nous avons remarqué que la Turquie est un pays qui est vraiment au top de la production. Réellement, tout ce qu'ils font, c'est de très haut de gamme. Et malheureusement, chez nous, nous voyons que c'est ce qui nous manque beaucoup. Et donc, nous voulons profiter vraiment de l'expérience de la Turquie pour pouvoir avancer ce domaine et faire vraiment des transferts de technologie entre nous pour avancer dans beaucoup de nos secteurs. Est-ce que vous avez, par exemple, des programmes qui sont orientés vers nos artisans? Bien sûr. Des sessions de formation oui, nous avons envisagé de faire des requêtes dans ce sens. Nous avons échangé avec la partie turque qui a donné son accord de principe. Et très bientôt, nous allons adresser des requêtes à la partie turque pour pouvoir recevoir des artisans maliens pour des formations ciblées. Alors, la Turquie qui veut faire partie de l'Union européenne, est-ce qu'elle pourrait, dans l'avenir, être une de ces portes d'entrée pour le Mali vers ce marché? Oui, mais ce que nous voyons surtout, nous pensons surtout que le Mali peut être vraiment aussi une porte d'entrée de la Turquie pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un espace qui est ouvert au niveau de la CEDEAO. Et quand une entreprise turque est installée au Mali, donc l'entreprise turque devient comme une entreprise locale. Et donc, ça réduit un peu les coûts de production parce que l'entreprise ne va plus payer les taxes pour les autres pays. Donc nous avons un marché aujourd'hui de 300 millions d'habitants dans l'espace CEDEAO et ça va être un marché intéressant pour la partie turque. Donc c'est pourquoi nous mettons l'accent pour que réellement il y ait vraiment ce transfert de technologie et qu'il y ait des entreprises qui soient aujourd'hui installées au Mali, peut-être même en partenariat avec les Maliens, des nationaux, pour qu'on se mette ensemble et qu'on mette ces industries pour la transformation sur nos produits. Donc c'est ce qui est important. Alors, c'était un point de départ. Bon, on peut déjà faire une certaine évaluation à mi-parcours. Les Maliens qui étaient venus en Turquie, les Turcs qui sont venus au Mali. Et quel bilan tirez-vous de ces derniers événements, Excellence spécial ambassadeur? Quel bilan? Bah oui. Hein. Est-ce que vous avez des éléments qui vous donnent confiance dans l'avenir? Si oui, et lesquels? Est-ce que les Maliens qui étaient partis en Turquie sont revenus satisfaits? Et est-ce que les Turcs qui viennent donc de boucler ce forum business à Bamako sont partis également avec des sentiments positifs? Je peux vous dire que le parti turc qui était dirigé par le TİM, qui est une organisation secteur privé qui règle beaucoup de unions exportateurs en Turquie. Unions exportateurs de différentes régions de Turquie sont réunis dans un groupe, dans une délégation. Et dans cette délégation, il y avait beaucoup d'investisseurs très importants en Turquie aussi, comme le Beko, et dans les différents secteurs d'alimentaire, électronique, la chimie, comme ça. Ils sont partis très très contents parce qu'il y avait un très grand intérêt de la part du Mali. Il y avait beaucoup de hommes d'affaires maliens qui participaient dans cette réunion. Et aussi, dans cette délégation, il y avait environ 25-27 hommes d'affaires turcs qui, le chef de délégation m'a dit que c'est normalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour cette délégation. C'était juste 25-27 depuis pour la première fois. Alors, nous sommes très contents. Je pense que c'est un très important commencement.
D'accord. C'est seulement le commencement. On va continuer dans différents... Alors aujourd'hui, il y a un Malien qui voudrait aller faire les achats, par exemple, en Turquie. Et quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Il faut chercher le visa, est-ce que vous facilitez ces conditions-là aux commerçants maliens? Ça commence par là, on commence par les commerces, ensuite ça s'élargit à l'ensemble de l'économie, de l'industrie et tout le reste. Mais déjà le départ, quelles sont les facilités que vous accordez aux Maliens? Bien sûr, pour les commerçants maliens, il y aura certaines règles qu'on doit compléter, définir. Mais si est présenté par la Chambre de commerce, par exemple, si nous présentons une lettre de la Chambre de commerce ou la Fédération du patronat du Conseil du Mali, on fait beaucoup de facilitation pour le visa. Et bien sûr, vous savez que nous avons maintenant l'avion turc avec le vol direct à Istanbul. Ça a devenu plus efficace. Trois fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Et peut-être il y a une possibilité d'augmenter ça jusqu'à 4 dans le futur proche. Alors, on va boucler avec vous, monsieur le secrétaire général. Et vous avez confiance dans l'avenir de ces relations économiques Mali-Turquie? Entièrement. Vos éléments de référence? Oui, je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique forte derrière la volonté des deux chefs d'État. Et ça s'est matérialisé par la commission que nous avons mise en place. Et aujourd'hui, toutes les parties sont au même niveau d'information par rapport à l'état de cette coopération et par rapport à ce que nous devons aussi faire. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, l'État, le secteur privé, tout le monde est mobilisé autour de cette dynamique. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est vraiment le partenariat que nous avons avec la Turquie. Vous voyez, aujourd'hui, la présence de son Excellence à nos côtés, ça justifie. Parce que c'est la première fois d'ailleurs que l'actuel Abdou reçoit un ambassadeur sur son plateau. Hein. Et quand nous l'avons proposé, il a immédiatement accepté avec plaisir parce que réellement, les échanges se font très simplement entre nous. Quand son Excellence a besoin de moi, il m'appelle, ou bien souvent il se déplace pour venir me voir. La même chose aussi, quand j'ai besoin de son Excellence, je l'appelle, ou bien je lui fais le déplacement souvent pour aller le voir. On échange et on trouve toujours la solution. Parce que les business n'aiment pas la lourdeur. Non, pas du tout. Voilà. Donc, je dois dire que vraiment, sous l'impulsion du ministre de la Production nationale du secteur privé, Maître Diarra, nous sommes en train vraiment d'œuvrer pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Bientôt, nous allons faire un plan d'action avec toutes les parties pour voir les objectifs annuels que nous allons fixer à ce niveau. Et pouvoir mesurer aussi leur atteinte. Les relations politiques excellentes entre le Mali et la Turquie, il faut donc hisser à ce niveau aussi les relations économiques. Monsieur l'ambassadeur. Oui, je voudrais aussi souligner une autre vérité. Il y a un plan d'action déjà entre les deux pays il a été signé depuis 2 ans, 3 ans. Un plan d'action qui aussi met sur le papier les secteurs prioritaires, les secteurs on doit faire la coopération, qu'on doit constater et souligner la coopération entre les pays. En général, les choses aujourd'hui, c'est que nous poursuivrons cette ambition. C'est très bien. Et aussi je voudrais prendre cette occasion, si vous me permettez, pour souligner la solidité de nos relations avec le Mali et notre plus haute autorité. Ils ont la volonté pour conférer à ces relations une dimension nouvelle. C'est très important, la volonté de notre très haute autorité, une volonté politique. Et aussi, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Investissement et du secteur privé pour leur constante disponibilité et aussi les autorités maliennes pour leur constante disponibilité dans l'exécution
de voir ici, comme ambassadeur. Ok. Oui. Eh bien, nous vous souhaitons... Alors, merci. Notre but principal est de donner un nouvel élan. Toujours, nouvel élan en relation avec le Mali, dans tous les secteurs, tous les domaines, dans les politiques, économiques, l'éducation, énergie, agriculture, élevage. Très bien. C'est tout ça, on a besoin, Ok, d'un peu de temps. Dans les tout prochains jours, on va revenir voir encore comment évoluent, comment se portent ces relations turco-maliennes. Déjà, merci d'être venu, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général. Et nous poursuivons avec les éléments retenus donc pour notre édition d'aujourd'hui, la 11e édition de Journée malienne de la qualité, c'est le prochain sujet donc. Cette année, l'association malienne de la qualité organisatrice de l'événement s'intéresse au management de la qualité dans les banques et les BTP, Société de bâtiments et travaux publics. Et pendant 3 jours, les acteurs du secteur ont échangé les expériences et renforcé leurs capacités dans le domaine des études d'impact environnemental et social. Nous regardons le reportage de Salim Atandao et puis on revient sur le plateau. Au sens large, la qualité est la manière d'être, bonne ou mauvaise, de quelque chose. Dans le langage courant, la qualité tend à désigner ce qui rend quelque chose supérieur à la moyenne. C'est ce que recherche l'association malienne de la qualité, AMAC. Depuis 20 ans qu'elle existe, la structure multiplie les initiatives pour la qualité dans nos entreprises au profit des consommateurs. Les journées de la qualité sont dans leur 11e édition. Cette année, nous avons choisi le thème le management de la qualité dans les BTP et les banques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en République du Mali, aujourd'hui, nous avons constaté ces derniers temps beaucoup de situations difficiles au niveau des BTP, des routes, des immeubles en construction qui s'effritent. Et nous nous posons la question, après notre analyse, de chercher à savoir est-ce que les normes ne peuvent pas être une solution pour résoudre durablement ces problèmes au niveau du Mali. Ce qui concerne les banques, on a pu constater que depuis quelques années, les banques vont de plus en plus vers les clients, mais nous constatons que encore les banques peuvent s'améliorer au bonheur des populations maliennes. Cette édition 2015 est sponsorisée par l'entreprise Sira, Conseil Ingénierie et Recherche appliquée, qui, après 10 ans de certification qualité ISO 9001, a décidé de se doter d'un système de management intégré qualité, sécurité, environnement, avec pour objectif la certification avant la fin de cette année 2015. Résolument engagé pour la promotion des bonnes pratiques managériales au Mali, Sira salue les efforts de l'AMAC dans sa noble lutte pour la promotion d'une culture qualité dans les entreprises maliennes. L'implantation et le développement du management de la qualité constituent pour notre pays un défi majeur qu'il nous revient de relever, administration aussi bien que secteur privé, afin d'offrir aux consommateurs des produits sains, sûrs et de bonne qualité. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont été invités à cette rencontre sur la qualité des services proposés par les banques et les BTP. Seuls les Ivoiriens ont pu faire le déplacement. Ils sont présents avec le magazine de la normalisation et de la certification en Afrique. Voilà, 11e édition des Journées maliennes de la qualité. Mais avant d'en parler avec vous, messieurs Dambélé, j'annonce d'abord que nous recevons monsieur Guido, point focal plaidoyer, et puis madame Bagayoko Aminata Traoré, chargée de mission au ministère des Mines. Vous êtes justement la présidente de la commission d'organisation des 6e Journées minières pétrolières du Mali, qui s'ouvre le mardi prochain, ici à Bamako, au CICB. On en parlera dans un instant. Mais avant, nous venons à notre question de qualité. Monsieur l'ambassadeur de Turquie est parti avec monsieur le secrétaire général du département des investissements. On parlait un peu des relations économiques entre les deux parties qui se portent aujourd'hui très bien. Alors, la qualité, comment vous la définissez-vous? Alors, merci beaucoup, monsieur Djambélé. La qualité, nous la définissons d'une manière très très simple pour le citoyen lambda, comme étant un système qu'on met en place, qu'on s'organise pour aller chercher la satisfaction du consommateur, du client, ou respecter des exigences. Alors, est-ce que cette qualité change d'un lieu à un autre ou face à une population à une autre? Oui, évidemment, la qualité en tant que telle
comme on le dit souvent, est une cible qui bouge constamment. Aujourd'hui, mes besoins sont tels que mes moyens ne me permettent pas d'accéder à certaines choses. Quand mes moyens s'améliorent, évidemment, ma qualité peut changer. Donc la qualité, c'est vraiment s'adapte à toutes les situations et nous devons faire de telle sorte que le client aille chercher ses besoins, exactement ses besoins et satisfaire ses besoins. Président, l'association malienne de la qualité, elle existe depuis quand cette association et quel est le rôle qui lui est dévolu? Qu'est-ce que vous faites? L'association malienne pour la qualité AMAC existe depuis 1994, qui a été mise en place par les autorités maliennes, évidemment en conformité avec la politique au sein de notre espace UEMOA. Et cette association regroupe plus d'une cinquantaine d'entreprises, des consultants, d'autres structures. Quand on dit entreprise, il ne s'agit pas seulement des entreprises de production, mais des services. Et comme l'ORTM, par exemple, est membre de l'association malienne pour la qualité. Est-ce que vous évaluez vraiment la qualité du service rendu par ces services, comme l'ORTM par exemple? Alors, comment vous jugez notre prestation? Aujourd'hui, l'ORTM en tant que tel est un organisme qui a fait beaucoup de progrès. Est-ce que vous savez aujourd'hui, monsieur Dambélé, si je vous demande de me répondre, de me dire quel est le produit que les hommes consomment le plus aujourd'hui? Moi, en tout cas, je dirais que c'est l'information. Alors, c'est le plus grand produit de consommation. Alors, le producteur de cette information doit vraiment être au top. Donnez-nous une note d'abord avant de continuer. Nous faisons partie de cette association, l'ORTM. Si c'est l'ORTM, je vous donnerai certainement 7 sur 10. 7 sur 10. Mais les informations d'une manière générale, je risque de tourner autour de 5 sur 10. Pour quelle raison? Parce que c'est l'information, la bonne information, c'est ce qui permet aux citoyens de comprendre ce qui se passe, de pouvoir faire des choix. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la très bonne information, faire de telle sorte que ceux-là qui donnent cette information soient bien formés, de telle sorte à pouvoir nous donner la bonne information. Et alors, ça également, voyons maintenant les autres services qui font partie de votre association. Et vous existez depuis combien d'années, l'association? Depuis 1994, nous existons. Il y a longtemps quand même. Il y a longtemps. Et à présent, la qualité des produits offerts aux consommateurs maliens n'est pas vraiment de très bonne qualité. Alors, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Il serait nécessaire de voir le point de départ. Donc vous êtes là surtout pour c'est une association de lobbying de ces associations, pas pour les consommateurs. C'est tout à fait le contraire. Non, à la limite, nous nous mettons même du côté des consommateurs, parce que la qualité, comme je vous le disais tantôt, c'est pour la satisfaction du client. Pourquoi elle n'est toujours pas au rendez-vous ici au Mali, la qualité? Le changement, c'est l'une des disciplines. On vient de voir avec monsieur le secrétaire général qui disait qu'on avait en train de voir avec les partenaires turcs comment former un peu les artisans maliens. Oui, la formation fait partie des exigences du système de management de la qualité. Vous cherchez à savoir où vous êtes. Quel est le besoin de formation qui vous permette d'atteindre l'objectif visé qui est la satisfaction du client. Et aujourd'hui, nous essayons d'amener toutes les entreprises membres à comprendre ce concept, à aller dans cette démarche et à se mettre dans une dynamique d'amélioration continue. Et ça, c'est un des objets de la qualité. Maintenant, les objectifs de l'Association malienne pour la qualité, c'est de diffuser au niveau de tous nos membres, et même ceux qui ne sont pas nos membres, les bonnes pratiques de cet outil-là. Cet outil-là est un outil d'aide à la décision qui est fantastique. On n'a qu'à gagner, on n'a rien à perdre dans un système en appliquant un système de management de la qualité. C'est un système volontariste et volontaire qu'on met en place pour pouvoir s'améliorer permanemment en vue de satisfaire le client. Ça n'a aucun caractère obligatoire. Les normes, d'une manière générale, n'ont pas de caractère obligatoire. Ah bon. Et ça, c'est très intéressant. Donc on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas qu'on fait ce qu'on veut. On veut amener les entreprises qui produisent ces services et ces produits-là à comprendre qu'ils font cette activité pour satisfaire des clients, sans pour autant les obliger à le faire. Eux-mêmes, ils s'engagent à le faire, à comprendre, et ils vont dans ce sens-là. Donc il n'y a pas ces règles, cette loi qui oblige les entreprises à produire de qualité pour les consommateurs. C'est ce qui serait intéressant dans un pays. L'État peut constater qu'une norme qui a un caractère volontaire nécessite certainement une application obligatoire par les populations ou les utilisateurs, peut rendre une partie de la norme ou toute la norme d'une manière générale en règlement technique. En ce moment, ça devient une obligation. Mais pour l'instant, M. Dambélé produit ce qu'il veut, il donne aux consommateurs. M. Dambélé produit ce qu'il veut, il donne aux consommateurs. M. Dambélé, quand il veut être pérenne,
quand il veut exister longtemps, a intérêt à bien produire, à satisfaire les clients, à les fidéliser de telle sorte que d'autres clients viennent acheter chez lui. Donc, si M. Gambalé ne produit pas la seule sanction ne peut venir que de la clientèle qui peut refuser de venir chez lui. Évidemment, c'est pourquoi nous cherchons. Et s'il est le seul producteur sur le marché, le client sera obligé de venir chez lui. Pas forcément. Absolument. Pas forcément. Je vous explique pour quelle raison. Quand vous prenez des vous voyez par exemple la société de téléphonie, non? La société on n'a pas le choix. Non, on a le choix. Il y a Sotelma Malitel, il y a Orange Mali. Mais si les deux parlent le même langage. Mais il y a toujours une différence. Les uns et les autres font de telle sorte à avoir le maximum de clients. L'énergie du Mali, par exemple, les clients ne sont pas satisfaits. Effectivement, le cas de l'énergie du Mali. Autrement. La satisfaction du client, elle est assez subjective. Vous, tantôt, vous allez dire que vous n'êtes pas satisfait des prestations de l'énergie du Mali. Vous trouverez d'autres personnes qui sont très satisfaites. Mais si on fait un sondage, qui ont eu le temps, certainement, de voir l'énergie du Mali au Mali et de voir les équivalents énergie du Mali dans d'autres pays et de faire une petite comparaison. Et je vais vous expliquer pour quelle raison l'énergie du Mali particulièrement, comme c'est un exemple parmi tant d'autres. Comme vous l'avez signalé, je parle de l'énergie du Mali, comme vous l'avez signalé, est une nécessité pour l'énergie du Mali d'aller dans ce sens-là, parce que si l'énergie du Mali ne va pas dans ce sens-là, fidéliser les clients, on va dire que oui, ils sont les seuls producteurs d'énergie, mais on peut faire de telle sorte que l'énergie du Mali peut créer ce qu'on appelle entre guillemets des bénévoles qui vont faire la concurrence à l'énergie du Mali. Donc si l'énergie du Mali respecte certaines exigences, respecte la satisfaction des clients, va lutter forcément contre ces bénévoles-là qui sont une société parallèle à l'énergie du Mali. C'est pour cette raison que l'énergie du Mali ne peut pas dire je suis seul producteur. Alors moi je pense quand même que la meilleure formule serait que l'État soit face des gendarmes en ce qui concerne le respect des normes. C'est tout à fait normal. C'est ça, c'est ça l'idéal. Les normes sont... Vous êtes intéressé cette année au bâtiment et aux banques, pourquoi? Alors, comme vous l'avez vu dans l'intervention tout à l'heure télévisée, aujourd'hui au Mali, nous avons constaté que le milieu du BTP, qui évolue très rapidement, le pays même est en chantier, a besoin d'être sécurisé, a besoin d'utiliser des normes. Il y a des normes techniques sur la construction du bâtiment, par exemple. Il y a des normes sur les matériaux de construction, il y a des normes sur le génie civil, sur le béton armé, sur les fers à béton, tout ceci rentre dans la construction du bâtiment, sont aujourd'hui nécessaires pour avoir de la bonne qualité pour faire nos bâtiments. Et vous avez vu dans beaucoup de vos reportages, nous avons constaté dans beaucoup de vos reportages que les maisons sont construites jusqu'à un certain niveau et après tombent. Et quand on fait une analyse arbre de cause, on constate que la majeure partie des cas, c'est que certaines exigences ne sont pas respectées. Ça peut être des exigences réglementaires. Ça veut dire que votre association, avec ces normes, n'agit pas en amont, ça vient toujours après. En fait, vous avez sûrement été motivé par ces derniers événements tristes, là. C'est ça? Nous, on n'a pas été motivé par ces derniers événements tristes. Évidemment, ce n'est pas aperçu tel que ça. Nous avons constaté, comme l'ensemble des Maliens, qu'aujourd'hui, chacun doit donner sa petite contribution pour éviter de telles situations. Et les normes, par définition, sont des outils de prévention. Si on les applique, tout ce qu'on constate aujourd'hui pourrait ne pas survenir. Et c'est ça l'intérêt des normes. Appliquer les normes pour éviter le survenue des accidents de ce genre-là. Alors, normes et qualité? La qualité est une activité connexe à la normalisation. La qualité se base sur des normes. Et l'une des normes les plus utilisées aujourd'hui en termes de qualité, c'est la norme ISO 9001 que beaucoup d'entreprises au monde l'utilisent. Et ce n'est pas seulement les entreprises, comme on le constate, mais l'administration publique l'utilise. Il y a même des pays entiers qui sont certifiés aujourd'hui ISO 9001. Tout un pays entier, le Luxembourg est aujourd'hui certifié. D'accord, vous restez avec nous toujours parce que vous avez une question, comme on l'a dit au début de ce débat, transversale. Et Madame Keïta, Madame Barayo, pardon, Madame Barayo, toutes mes excuses, je suis chargé d'une émission au ministère des Mines. Voilà, la 6e édition des journées minières et pétrolières du Mali et qui s'ouvre donc le mardi prochain ici à Bamako. Alors, parlez-nous un peu des attentes de cette 6e édition des GMP. Merci M. Djombélé. Ce qu'il faut dire d'abord par rapport aux journées minières et pétrolières du Mali, c'est que c'est un événement, une activité qui se déroule chaque 2 ans. Donc à la même période de l'année, le Mali abrite les journées minières et pétrolières qui est un événement international. La 6e édition des journées minières et pétrolières, donc l'édition de cette année, va surtout se concentrer sur un certain nombre d'aspects. Dans un premier temps, nous allons promouvoir
deux secteurs importants qui sont le secteur minier, mais également le secteur du pétrole. Dans un second temps, c'est un événement qui va regrouper un certain nombre de partenaires dans l'objectif de pouvoir attirer des investissements directs étrangers au Mali. Dans un troisième lieu, on essaiera de faire un état des lieux du secteur minier, un état des lieux de la contribution du secteur minier à l'économie nationale, mais également on va voir comment cette contribution peut être améliorée. Et enfin, en troisième lieu, on va donner la parole au secteur privé malien et étranger pour un peu voir leurs préoccupations par rapport au développement minier et pétrolier. Alors, vous attendez combien de participants à ce 6e GMP? Oui, tout à fait. Nous attendons environ 250 entreprises, qu'elles soient internationales ou encore nationales, et à peu près 1000 délégués. Et quel est le thème que vous avez retenu pour cette année? Le thème, et il est important, portera sur l'accroissement de la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Donc c'est un thème qui est cher, non seulement à nos politiques, mais également à nos populations, parce qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement de développer le secteur minier, mais également de se rassurer que ce secteur apporte aux collectivités locales et territoriales. Et c'est également dire que c'est des journées, une occasion ouverte au public aussi, qui pourra venir voir comment ça se passe dans ce secteur généralement fermé. Tout à fait. C'est une conférence, c'est un événement qui va se dérouler sur 3 jours, avec plusieurs activités. Une conférence de haut niveau sur un certain nombre de thématiques qui touchent au secteur. Il y aura aussi une foire exposition, donc des entreprises minières qui vont exposer sur leurs produits, leurs services, des sous-traitants et des fournisseurs de biens et services à l'industrie minière qui vont également exposer. Nous avons également un salon du partenariat pendant cet événement-là qui sera un peu un espace de mise en relation entre les détenteurs de titres miniers maliens et les sociétés internationales qui seront là. Et nous avons également une visite de site qui est prévue, donc l'ouverture d'une mine à Fekola. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est également dire que les représentants des communautés seront là parce qu'il y aura des questions de gestion des fonciers et justement les travaux du forum sur la sécurisation foncière du réseau plaidoyer qui sont tenus cette semaine à Bamako. L'objectif recherché par les participants qui sont venus d'Afrique et d'Europe était d'harmoniser le point de vue sur la question du foncier agricole, substance incontournable du développement durable. La rencontre a duré 2 jours. Moussa Fane nous en parle et puis on dira un mot avec notre invité sur le plateau ici. On regarde. Les responsables de l'ONG 3AG et ceux du réseau plaidoyer ont voulu ce forum régional sur la sécurisation foncière en vue de faire une convergence autour de la problématique de l'accès aux fonciers agricoles qui constitue aujourd'hui une préoccupation pour les populations rurales. C'est pourquoi, pendant le forum, les participants venus d'Afrique et d'Europe vont focaliser les débats sur plusieurs thématiques, notamment la gouvernance du foncier au Mali et en Afrique, base du développement durable. Les participants à ce forum estiment à l'unanimité que pour atteindre ces objectifs, il faut forcément des terres sécurisées, accessibles aux populations. Cela fait bientôt 6 décennies que nous nous sommes engagés dans la sécurisation des facteurs de production des petits paysans. Et qui dit facteur de production pour un paysan, la terre constitue le principal facteur de production. Nous sommes souvent dit on s'engage pour éviter que le statu quo perdure. Surtout qu'il s'agit là du bien-être des communautés pour lesquelles nous sommes engagés et pour lesquelles nous nous battons pour l'avenir des moyens de subsistance. Le présent forum va donc essayer de faire le point de toutes les actions réalisées donc, dans le cadre de ce plaidoyer.
Et voilà, un forum sur la sécurisation foncière du réseau, plaidoyer. Monsieur Boukari Guino, point focal et réseau, plaidoyer. De quoi vous avez parlé pendant ces 2 ou 3 jours? Merci, M. Jumelé. Avant de répondre à votre question, permettez-moi rapidement de camper un peu les décors. Vous savez un peu plus rapidement. D'accord. Vous savez que la gestion du foncier rural au Mali est une question cruciale à laquelle chaque acteur, l'État avec les autres partenaires, tente de trouver une solution durable. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs textes et lois qui ont été votés, et parmi lesquels les commissions foncières locales et communales. Et récemment, le projet de loi foncière agricole qui a été adopté par le gouvernement en octobre. Pendant ces 2 jours, nous avons surtout parlé des difficultés auxquelles sont confrontées les commissions foncières locales dans leur mise en place. Quelles sont ces difficultés? Elles sont de plusieurs ordres, mais parmi les plus importants, c'est le manque de financement des commissions foncières leur permettant d'exercer leur noble mission qui est la conciliation. Qui doit leur allouer ces financements? L'État, dans le cadre de la décentralisation? Oui, c'est l'État, puisque c'est un outil mis en place par le gouvernement malien. Il est prévu dans les textes que l'État, le ministère en charge de l'agriculture, avec son collègue des finances, doivent contribuer au financement d'une partie des commissions foncières locales depuis 2009, mais qui malheureusement jusque-là, ce décret de financement cet arrêté interministériel n'a pas vu le jour et entravant gravement la bonne marche des commissions foncières malgré leur... Mais vous avez cherché à savoir un peu où est-ce que ça coince? Non? Oui, c'est pourquoi nous avons mis le réseau en place afin d'aider la mise en place des COFO, là où les COFO ont été mises en place grâce aux partenaires techniques et financiers, les ONG surtout. Nous les aidons à mieux fonctionner en les dotant de structures et en inscrivant d'ailleurs le financement des COFO de façon décentralisée dans les PDCEC des communes. Alors, au bout de votre rencontre, quelles sont les décisions que vous avez prises? Qu'est-ce que vous avez arrêté comme recommandation principale? Oui, à la suite de ces 2 jours, nous avons élaboré un argumentaire, un document de plaidoyer dans lequel nous avons relevé les différents problèmes qui seront soumis au gouvernement, au département en charge, le ministère de l'administration territoriale, le ministère du développement rural et des finances et aussi les autres partenaires au développement du Mali. Ok. Je crois que nous sommes à la fin de cette émission, même si on n'a pas épuisé toutes les préoccupations, mais un mot quand même sur, vous avez déjà vu certaines éditions des journées minières. Est-ce que c'est des journées qui sont dans les normes, l'organisation, tout le reste? Quel est le regard que vous portez dessus en tant que spécialiste des questions de qualité? En une phrase? Très sincèrement, les journées maliennes de mines sont très bien organisées. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire des mines, qui sont pour la plupart certifiées ISO 14001 et OSAS 18001, aujourd'hui doivent s'orienter vers leurs prestataires de services, les fournisseurs. Amener ceci également à être bon, de telle sorte que l'impact puisse se faire sentir sur les uns et les autres. Et également, ils doivent aller dans une responsabilité sociétale des entreprises. Je pense que ça va être l'objet des débats lors des journées maliennes des mines. Et en ce qui concerne les fonciers? En ce qui concerne les fonciers, il faut reconnaître aujourd'hui qu'en République du Mali, la réglementation existe en la matière. Il reste son application et son applicabilité. Et les autorités doivent mettre un accent très particulier sur ceci. Il ne sert à rien de prendre des textes de loi et ne pas pouvoir les appliquer. Donc aujourd'hui, pour vous satisfaire et mettre les consommateurs en sécurité, l'État malien a mis en place une agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité pour élaborer des normes qui vont les sécuriser. Et également sur le plan sanitaire, il y a l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, qui est là pour effectivement jouer ce rôle-là, contrôler les qualités. Il suffit de leur donner les moyens nécessaires et je peux vous assurer que ce que nous cherchons en termes de développement, nous allons pouvoir les avoir. Ça vous rassure, M. Guindo? Oui, il a tout dit. Une chose est de voter des lois, une autre quand même est de suivre l'applicabilité. Alors le message à l'intention des pouvoirs publics, du gouvernement? Oui, pour un développement intégré et harmonieux, il faudrait franchement accompagner et appliquer les textes en vigueur. Ok, madame, on va terminer par vous sur
l'or qui n'aime pas trop le bruit, on le dit, mais est-ce qu'il va briller pour tous les Maliens? Oui, je pense que l'or va briller pour tous les Maliens avec la nouvelle vision minière que le ministère des Mines est en train de développer et de mettre en place. Et nous voudrions vraiment que les revenus issus du secteur minier puissent profiter à tous les Maliens. Justement, monsieur le ministre, il joue avec la transparence sur la transparence. Et c'est l'occasion pour les uns et les autres d'aller voir pendant ces 3 jours des journées minières et pétrolières, 6e édition, qui s'ouvre le 17, mardi 17 novembre. Ça se passe au Centre international de conférence de Bamako. Et qu'est-ce que vous dites à la population? À la population de suivre l'événement et de nous aider à apporter le secteur minier. Merci à vous, Monsieur Guino, du point focal et réseau plaidoyer, Monsieur, Madame Balayoga Aminata Traoré, chargée des missions au ministère des Mines, présidente de la Commission nationale d'organisation des 6e journées minières et pétrolières, je le répète, qui s'ouvre le mardi prochain ici à Bamako, et ça se passe au CICB, ça va durer 3 jours, et puis Monsieur Abdrahman Dameli, vous êtes le président de l'Association malienne de la qualité et vous nous avez parlé de la 11e édition des journées maliennes de qualité et une question transversale. Et puis on était avec monsieur le secrétaire général du ministère des Investissements et du secteur privé, Youssouf Maïga, aussi l'ambassadeur, son excellence Renan Sekeroğlu, ambassadeur de Turquie au Mali. Ils étaient venus nous entretenir sur les bonnes relations économique qui s'installe entre nos 2 pays. À vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Inch'Allah, prochain rendez-vous, Actu Hebdo, dimanche prochain, canal 12-13. Excellent après-midi dominical.